Bonjour Briac, bonjour Damar. Merci beaucoup d'être dans nos bureaux parisiens aujourd'hui. Alors, vous êtes le responsable européen de l'activité secondaire chez FS Future Standard, qui est une société américaine de gestion d'actifs spécialisée dans le private equity et le private credit. Vous accompagnez des investisseurs institutionnels via des fonds, des mandats, des fonds secondaires et des co-investissements. Vous êtes donc un observateur avisé de l'évolution des structures de private equity. Tout d'abord, comment expliquez-vous la demande croissante des investisseurs pour les fonds evergreen? Merci Damien. Donc, je pense que le premier point, je pense à noter aujourd'hui, ces fonds evergreen, c'est une partie assez importante du marché, à peu près 400 milliards sous gestion, donc loin d'être négligeable. Je pense qu'une des premières raisons qui a créé l'appétit, c'était le fait que ces produits sont devenus disponibles et disponibles grâce à des acteurs majeurs du marché qui ont permis de développer des produits bien adaptés. Ça a aussi été aidé par un environnement réglementaire plus favorable. Et je pense que la vraie raison principale, quels sont les atouts de ces produits par rapport à des produits notamment fermés. Je pense que le premier, c'est la possibilité d'avoir un investissement minimum plus bas, donc qui a rendu ce type de produit plus accessible à un plus grand nombre. Vous avez aussi un profil de liquidité où vous avez des possibilités de remboursement trimestriel, par exemple, donc un profil plus intéressant à ce niveau-là, et aussi un accès, en fait, plus régulier à ces produits-là, qui en général est mensuel. Et le dernier point, je pense qu'en termes de retour également, c'est un produit qui vous permet d'avoir un réinvestissement continu et donc de ne pas avoir un manque d'opportunité au niveau du réinvestissement, ce qui peut être le cas avec des produits fermés. Alors, les institutionnels manifestent-ils aussi un intérêt pour ces structures evergreen? Ouais, ce qu'on constate, l'évolution notamment ces dernières années, c'est que pour beaucoup d'institutionnels, c'est devenu une part de l'allocation stratégique aujourd'hui, à côté des fonds fermés. Je pense que ça permet notamment, de par leur facilité d'utilisation, d'avoir une gestion assez optimale de tout ce qui est trésorerie. Encore une fois, ça permet aussi d'éviter ce risque d'opportunité en termes de réinvestissement, puisque ce sont des produits qui réinvestissent systématiquement une bonne partie des liquidités générées, donc c'est intéressant à ce niveau-là. C'est aussi un produit long terme, et donc le profil de ces produits-là peut être très bien adapté à certains des besoins de certains investisseurs institutionnels, notamment ceux qui ont besoin d'adosser leurs actifs aux passifs et aux obligations qu'ils ont de leur côté. Et quels sont les plus et les moins des evergreen comparés aux structures fermées traditionnelles? Donc dans les plus, un des points importants, c'est l'accessibilité à ces produits-là. Donc en général, vous avez des souscriptions qui sont mensuelles. Et d'un point de vue liquidité aussi, vous avez une liquidité qui est périodique également, généralement trimestrielle. Donc ça, c'est assez différenciant. Et le fait que ces véhicules investissent en continu. Et donc un aspect important au niveau, encore une fois, vous n'avez pas de risque d'opportunité par rapport au réinvestissement de ces produits-là. Je dirais, au niveau peut-être des moins, des inconvénients, ce sont des produits complexes à gérer. Donc, on fait appel à des sociétés spécialisées, des acteurs spécialisés du marché, puisqu'en fait, avec cette liquidité périodique, vous devez gérer ce véhicule en fonction pour être sûr d'avoir la liquidité nécessaire pour faire face à ces obligations. Et évidemment, vu que ces produits sont accessibles au plus grand nombre, à beaucoup de souscripteurs potentiels, il y a évidemment tous les aspects reporting, onboarding, etc., qui sont significatifs en termes de gestion. Y a-t-il des stratégies à favoriser d'un evergreen? Donc, l'evergreen étant par définition un produit à long terme, il se prête très bien, stratégies type comme le private equity, le private credit. Si je regarde le private equity de manière un peu plus ciblée, notamment la partie secondaire du private equity, où en fait vous allez investir dans un portefeuille qui a déjà été investi, qui est un peu plus mature, et vous allez en fait générer cette liquidité plus tôt. Vu que ces véhicules-là ont certaines contraintes en termes de liquidité périodique, et aussi l'avantage de réinvestir les liquidités de manière régulière, le secondaire est très bien adapté aux evergreen, et c'est ce qu'on constate sur le marché. Vous avez aussi l'avantage de pouvoir investir plus vite sur des choses plus diversifiées, aussi bien par géographie, par secteur.
et aussi par millésime. Donc c'est aussi un des aspects importants, très intéressant pour un evergreen et générer cette liquidité. En quoi la stratégie secondaire a-t-elle de l'intérêt dans la gestion d'un fonds evergreen? Donc l'avantage de la stratégie secondaire, c'est que déjà vous investissez dans des actifs que vous avez préidentifiés. Vous avez pu analyser cette performance. Vous pouvez aussi mieux anticiper probablement l'évolution de ces investissements. Et surtout, vous avez probablement une meilleure visibilité sur l'horizon. Quand est-ce que ces actifs vont notamment générer de la liquidité pour vous. Et un des gros avantages de l'Evergreen, c'est réellement de pouvoir bien réinvestir et de manière régulière ces liquidités. Donc, le secondaire est généralement une part prépondérante des Evergreen d'une manière générale. Il vous permet aussi, avec le secondaire, de générer des gains probablement un peu plus tôt que ce qui serait le cas si vous investissez quand l'investissement est fait. Ici, vous arrivez déjà un peu plus tard dans l'histoire au niveau de la création de valeur. Alors, quelles sont les conditions de marché actuelles qui rendent finalement le secondaire particulièrement attractif? Donc, aujourd'hui, le marché secondaire bénéficie du fait qu'il y a un réel besoin de liquidité de la part de la majorité des investisseurs institutionnels. Donc, le private equity est en très forte croissance depuis les 15 dernières années. Mais c'est vrai que les 3-4 dernières années notamment, les distributions ont ralenti. Et beaucoup de ces investisseurs souhaitent continuer à investir dans la classe d'actifs, mais ont besoin de générer de la liquidité. Et donc, le marché secondaire aujourd'hui est vraiment l'outil principal de la plupart des investisseurs institutionnels qui recherchent cette liquidité-là. Donc, si on regarde les dernières années, on est sur des années records et je pense que 2025 s'oriente aussi de cette manière-là. Le secondaire est parfois perçu comme un marché d'opportunités. Peut-il, selon vous, devenir un axe de construction de portefeuille à part entière dans un evergreen de private equity? Ouais, je pense que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas au niveau de la majorité des investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, le secondaire fait partie de l'allocation private equity et c'est une allocation à part entière. Et la raison est que cela vous permet d'avoir il a des caractéristiques un peu différentes en termes de liquidité, en termes de durée également, d'horizon de détention. Donc à ce niveau-là, c'est très intéressant. Et il y a encore énormément de potentiel. Si on compare le marché secondaire au marché plus large du private equity, ça reste une part assez faible, un pourcentage assez faible. Alors, comment gérez-vous la question de la valorisation dans un véhicule evergreen, en particulier sur des actifs non cotés et illiquides? Donc en fait, pour la valorisation de ces actifs-là, quand nous investissons dans un fonds, nous basons d'abord sur la valorisation de ce gérant-là. Donc c'est important de travailler avec des gérants établis, de renommée, qui ont des process en place, qui suivent les meilleures pratiques du marché. Ce qu'on constate en général en private equity, c'est que les principales méthodes vont utiliser des comparables avec des sociétés cotées, des transactions récentes qui sont faites sur le marché, ou parfois aussi des flux de trésorerie actualisés. Et comment voyez-vous l'évolution du marché secondaire d'ici à 3 à 5 ans? D'ici 3 à 5 ans, je vois encore une croissance continue de ce marché-là. Je pense que sur 2025, les estimations tournent autour d'un marché probablement autour de 200 milliards, qui serait une année encore une fois record, je dirais. Donc je pense de 3 à 5 ans, le potentiel est certainement là pour être au-dessus. Je pense que je constate, c'est qu'on verra de nouvelles solutions, telles les evergreen, avec une part plus importante de ce marché-là. Donc ça va être une partie importante de la croissance de ce marché. Et juste pour mettre un petit peu de perspective, en fait, aujourd'hui, le marché secondaire représente plus ou moins aux alentours de 2% du marché primaire du private equity. Donc le potentiel de croissance est réellement présent. Pensez-vous qu'un jour, les fonds evergreen deviendront la norme pour les particuliers dans le private equity? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, pour les particuliers, c'est probablement le produit de référence, et notamment en raison de la facilité d'accès, du ticket minimum possible, mais aussi de cette liquidité périodique qui donne, je pense, un certain confort aux investisseurs particuliers dans un premier temps, avant peut-être plus tard de pouvoir
être plus familier et d'aller peut-être sur des fonds fermés qui ont aussi leurs avantages, évidemment. Donc je pense que c'est déjà le cas, en fait. C'est déjà le produit de référence. Alors, Briac, une dernière question. Quelle est la plus grande idée reçue que vous souhaiteriez corriger à propos du marché secondaire? En fait, on associe souvent le marché secondaire à la décote à laquelle vous allez racheter un fonds. Et c'est vrai que c'est probablement le paramètre qui est utilisé de manière régulière. Mais je pense qu'il y a une idée reçue où on pense que la plupart des retours générés se font via cette décote. Et ce que je voudrais souligner, c'est qu'en fait, en général, ça ne représente qu'une petite partie des retours qu'on génère. Si on regarde, nous, 20 dernières années, le track record de l'équipe, c'est qu'en fait, c'est plutôt une petite partie. Ce qui a été plus important, en revanche, ça a été de sélectionner les meilleurs fonds, les meilleurs actifs sur les meilleurs millésimes et d'avoir eu cette croissance au niveau des sociétés sous-jacentes qui nous ont permis de générer ces retours pour nos investisseurs. Merci beaucoup, Briac. Merci, Lara.